Donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci au comité d'organisation de m'avoir invité pour me joindre à vous pour faire ce talk. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Peut-être il faut que je parle un peu plus fort. Donc je vais vous parler du niveau de la mer et des processus longue mémoire. Alors, un petit plan de la présentation. Alors tout d'abord, on va se poser la question de savoir si le niveau de la mer a une mémoire. Puis on verra pourquoi il faut changer de paradigme. Dans ce contexte-là, je positionnerai le problème de détection que je vais aborder par la suite, et je vous proposerai deux applications dans ce contexte statistique. Donc le premier, ce sera de traiter des tendances du niveau de la mer obtenues à partir des marégraphes très longs, donc de plus d'une centaine d'années, et donc de regarder quelle c'est la part de la contribution de la variabilité naturelle par rapport à la part de la variabilité anthropique dans les tendances. Et la deuxième application que je vous proposerai toujours dans ce contexte statistique, ce sera de s'interroger sur la qualité des modèles de climat en regard des observations marégraphiques. Alors tout d'abord, le niveau de la mer a-t-il une mémoire ? Alors attendez, je cherche le laser, le voilà. Donc tout d'abord, un processus sans mémoire. Donc ma présentation est orientée statistique, donc je n'ai pas beaucoup de formules, donc ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même des petites choses que je suis obligée de vous expliquer, et de toute manière, je suis convaincue que tout le monde les connaît en grande partie. Donc tout d'abord, les processus sans mémoire. Alors c'est ce qu'on appelle aussi les bruits blancs, les white noise. Donc c'est une variable aléatoire, donc grand X, ici je l'ai appelé, hein, c'est ici, qui n'est pas corrélée aux variables aléatoires aux dates précédentes. Voilà. Un événement va arriver, il est indépendant des autres. Alors, par exemple, ici, je vous montre une série qui a été de bruit blanc classique, avec sa fonction d'autocorrélation. Donc on voit bien qu'on a un pic de fréquence ici, et puis ça chute très vite. Alors la mémoire longue, donc ici, qui est un effet à un événement à une date t, qui lui va se répercuter au temps futur de la série temporelle. Alors en fait, c'est un processus qui est connu depuis très longtemps, hein, qui a été développé par Hearst en 1965, hein, qui était un hydraulicien britannique. Et puis ça a été développé par Benoît Mandelbrot dans les années 1968-1970, où ce terme, qui avait plutôt été développé en hydrologie, hein, pour la constitution de barrages et d'événements extrêmes, a été développé en économie. Et c'est là où on voit apparaître le terme de fractalité dans ce contexte des processus longue mémoire. Et donc, ici, c'est un bruit rouge, donc j'aurais pu vous en présenter d'autres, et on peut voir qu'il y a une variabilité qui est tout à fait différente de celle qui est présentée ici, et surtout, sa fonction d'autocorrélation qui décroît beaucoup plus lentement que celle que l'on a vue ici. Alors en fait, dans ce contexte, on va s'interroger, le niveau de la mer, à quoi répond-il ? Donc voilà. Donc en fait, le niveau de la mer, ce qu'il faut voir, c'est donc un processus qui est autocorrélé, c'est-à-dire qu'un événement bas de niveau de la mer est plus probablement susceptible d'être suivi par un événement bas qu'un événement haut. Donc normalement, tout le monde est à peu près d'accord avec cette idée. Donc la question a été abordée par différents collègues. Donc vous voyez, ici j'ai mis les références. Donc c'est encore... Tout le monde comprend cette notion, mais peu de gens l'abordent vraiment, parce que c'est vrai que le contexte statistique est un petit peu complexe. Donc ici, on a les collègues qui l'ont abordé, hein, et puis notamment récemment avec des travaux très intéressants de notre collègue allemand. Et donc, le niveau actuel de la mer dépend donc des valeurs qui l'ont précédé, comme s'il possédait toute la mémoire des événements intérieurs qui contiennent. Et alors, vous allez me dire, dans notre contexte, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Donc ici, un petit schéma. Je vous rappelle un processus non corrélé. Vous voyez ici, avec une moyennation qui a été faite ici en rouge. Et puis un processus longue mémoire, ici. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître une oscillation. Et donc la question, tout le travail que j'ai mené, ça va être la question de savoir... Est-ce que cette oscillation est une variation naturelle qui est due aux corrélations à long terme, ou est-ce que c'est une tendance ? Parce que vous voyez que suivant où vous allez couper votre série et vous allez tracer une tendance, eh bien ça peut être dû soit à des processus naturels dus aux longues corrélations, ou ça peut être dû à totalement d'autres
processus de type anthropique, par exemple. Donc, alors pourquoi faut-il changer de paradigme? Donc, je vous ai montré que le niveau de la mer a de la mémoire, et ça a été largement démontré par nos collègues dans des publications antérieures. Qu'est-ce que ça nous implique? Ça implique que le phénomène, les événements n'étant plus indépendants les uns des autres, eh bien, on peut plus se positionner dans le cadre des lois normales. Du coup, ça invalide beaucoup d'analyses et beaucoup de tests statistiques que l'on emploie couramment dans le domaine. Alors, il y a différents choix pour modéliser ces processus à longue mémoire, et celui qu'on a choisi, c'est les lois de puissance. Donc, bon, je ne vous cite pas toutes les références qu'il existe sur les lois de puissance, mais ici, je vous présente par exemple la distribution de la loi normale, des événements d'une loi normale, en bleu, et puis vous avez la distribution d'une loi puissance en rouge. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la queue de distribution de la loi puissance, en fait, elle décroît beaucoup plus lentement que la courbe bleue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements qui étaient peu probables, les événements extrêmes qui étaient peu probables dans une loi normale, peuvent devenir plus probables dans une loi de puissance. Donc vous voyez que ce cadre, dans toutes les questions que l'on a brassées depuis ce matin et même hier, la loi puissance a tout son intérêt, puisqu'on s'intéresse, beaucoup d'entre vous s'intéressent aux événements extrêmes. Alors, dans ce cadre-là, moi, je me suis intéressée à aborder la question de la détection, c'est-à-dire que je voulais savoir quelle était la part du signal naturel, donc due à cette variabilité du système climatique, par rapport à la contribution, notamment de la part anthropique dans les tendances. Donc ici, je vous présente plusieurs reconstructions du niveau de la mer global sur le XXe siècle, donc de différents groupes, ils sont tous cités ici, et donc la question, c'est de déterminer qu'est-ce qui est fluctuation basse fréquence due à la variabilité naturelle du reste. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés avec différentes méthodes, différentes techniques, donc par des collègues, alors qui ont déterminé des oscillations de 20, 30, 60 ans dans les séries marégraphiques, en utilisant des méthodes spectrales, de la modélisation, des méthodes inverses, toutes décompositions statistiques possibles. Et nous, pour répondre à cette question, on a donc décidé d'utiliser l'approche des physiciens allemands, donc de Boone et Lennart, qui ont développé en 2009, en fait, un cadre statistique autour de la loi puissance, et ils l'ont appliqué à des données atmosphériques. Ils se sont intéressés à savoir les tendances dans les séries longues de température de l'air. Est-ce qu'ils pouvaient, grâce à ce cadre statistique, en déterminer plus ou moins avec précision quelle était la part du signal naturel par rapport au signal anthropique. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas regarder et essayer de faire la même chose dans le signal marégraphique. Alors c'est ce que je vous propose comme première application dans ce contexte statistique des lois puissance. Alors c'est un travail qui a été mené en 2014, et on s'est posé la question, les tendances à long terme du niveau de la mer sont-elles naturelles ou anthropiques? Donc on a choisi des marégraphes. Alors je m'appuie sur les présentations très intéressantes et très bien faites de ce matin de Benoît, mais aussi de Philippe, de Yann, de Jérôme, où ils vous ont rappelé qu'est-ce que c'était qu'un marégraphe, qu'est-ce que c'était que la donnée, qu'est-ce que c'était qu'un marégramme. Donc c'est vraiment un avantage pour moi. Donc ici, je vous dirais juste que j'ai pris 59 séries du Permanent Sea Level Mean Service, donc nos collègues anglais qui regroupent à peu près 1400-1500 séries marégraphiques à travers le monde. Donc c'est des données qui sont gratuites, disponibles et de qualité. On a pris toutes les séries qui avaient plus de 100 ans, enfin entre 90 et 100 ans, donc les plus longues possibles, au pas de temps mensuel. On a enlevé les cycles saisonniers, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser qu'au signal interannuel. Et on a choisi que des marégraphes très bien connus, c'est-à-dire des marégraphes qui sont au préalable utilisés dans différents autres travaux, comme des travaux de reconstruction, que des marégraphes où vraiment on a confiance dans le signal qui est fourni. Donc voici, je vous présente ici la répartition. Donc vous voyez, pas très homogène des marégraphes, parce que finalement, il n'y a pas de longue série marégraphique ni pour l'Afrique, ni pour l'Amérique du Sud. Donc c'est tous les petits points rouges, il y en a 59. Et la première étape a été de caractériser en fait ce processus longue mémoire. Donc on a choisi d'utiliser une métrique qui s'appelle le coefficient de Hurst. Et donc ce coefficient, en fait, il va caractériser la probabilité pour qu'un événement quelconque soit suivi par un événement similaire.
Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on a calculé cet exposant. Toute la littérature existe, et puis vous pourrez aller voir si ça vous intéresse plus amplement dans l'article que l'on a publié. Mais vraiment, on va se focaliser sur les résultats. Donc une fois qu'on a calculé cet exposant sur chacune de nos séries marégraphiques, on les a représentés de manière géographique. Donc on a un exposant, donc soit l'exposant il est égal à 0,5, et là on retombe sur des processus indépendants, les bruits blancs, ou il est supérieur à 0,5, et là on va commencer à trouver les caractéristiques, donc je vous ai parlé, les caractéristiques de mémoire. Donc ce que l'on a vu, c'est que, vous voyez ici dans la côte ouest des États-Unis, on a un coefficient qui est à peu près à 0,9, la côte est, on est à 0,8, pour l'Europe, cette partie de l'Europe, on est à 0,8, après 0,7, et la Baltique à 0,6. Donc ça, ce ne sont pas des résultats innovants, puisque ça avait déjà été montré au préalable par d'autres collègues d'autres manières, c'est que ce coefficient, il a une variabilité régionale, voire locale. Mais, quoi qu'il en soit, toutes les séries testées présentent donc une forte autocorrélation, présentent donc de la mémoire. Alors après, une fois qu'on a ce coefficient, on utilise le cadre statistique qui a été développé par nos collègues allemands. Donc il y a 3 publications qui résument à peu près tout ce travail. Donc là, pour le résumer de manière assez simpliste, pour une longueur de série temporelle, pour un coefficient de Hurst donné et pour un écart type d'une série temporelle, on est capable de déterminer avec une incertitude la tendance que l'on obtiendrait dans ce type de signal qui caractériserait donc la variabilité naturelle du processus. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a donc repris tous nos marégraphes où on avait déterminé nos coefficients. Pour chacun de nos marégraphes, on a donc déterminé cet intervalle de confiance autour de la tendance, en millimètres par an, qui va donc nous donner les millimètres par an que l'on peut attribuer à la variabilité naturelle du processus. Et du coup, on l'enlève à la tendance observée, et il va nous rester un résidu, et c'est ce résidu qu'on va appeler la part anthropogénique. Donc ici, je fais une petite parenthèse sur part anthropogénique, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des phénomènes de tectonique, des phénomènes de failles, des phénomènes volcaniques, et tout ça ne sont pas pris en compte par la méthodologie. Donc petite parenthèse fermée, mais on cherche à améliorer tout ça, mais c'est vrai que ce sont des phénomènes qui ne sont pas évidents à mettre en évidence avec des séries si courtes. Donc les résultats. Alors, par région, ici je vous présente donc les résultats. Alors chaque point est un marégraphe. La taille du point correspond à l'élévation du niveau de la mer sur le XXe siècle en millimètres par an. Vous voyez. Et la part grise, c'est la part naturelle, qu'on appelle naturelle, et la part rouge, c'est la part qu'on appelle le résidu, qu'on a appelé anthropique. Donc, au final, alors on va commencer par la côte ouest. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ici, j'appelle le minimum anthropogénique parce que du coup, j'ai pris la borne. Alors, on a voulu être très conservateur. Et donc, j'ai pris la borne maximum de la variabilité naturelle. La tendance maximum de cette variabilité. Donc, le gris, c'est le maximum. Donc, le rouge, c'est forcément le minimum. C'est-à-dire que si ma variabilité naturelle, je la diminue, vous aurez plus de variabilité anthropique. Donc, on a joué les conservateurs. On a mis directement la variabilité naturelle au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc, c'est ce que j'appelle MSATL, en fait, c'est Minimum Anthropogenic Sea Level Trend sur le XXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple que pour le marégraphe de Victoria, Seattle, San Francisco et Honolulu, on a très peu, en fait, de part de variabilité anthropique. Alors après, on a été chercher... alors, c'est un travail de détection et non pas d'attribution, ce qui change quand même la philosophie du travail. Mais on a quand même été rechercher dans la littérature pour voir s'il y avait des collègues qui corroboraient ou pas ces résultats. Donc ici, notamment, il y avait les travaux de Benoît, je ne sais pas s'il est revenu dans la salle, de 2012, qui avaient montré qu'effectivement, dans le Pacifique, en fait, la variabilité naturelle, la variabilité du niveau de la mer était principalement drivée par des processus naturels. Alors, sauf à San Diego, vous voyez qu'on a à peu près une tendance anthropique, due à une part anthropique d'à peu près 0,9 mm par an, soit à peu près 50% du signal observé sur le XXe siècle. Bon, là, on ne l'a pas expliqué. Alors, pour l'autre côté, ce qu'il faut voir, par exemple, c'est qu'ici,
on n'a pas de trace de variabilité anthropique. Alors attention, ici on est dans un cadre statistique. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut seulement dire que notre méthode ne permet peut-être pas de l'identifier. Donc pour ce qui est du hotspot qu'on voit clairement ici à New York, Atlantic City, Baltimore et Philadelphia, donc on a une part de tendance anthropique d'environ 1,2 mm par an pour cette région. Et en fait, on sait que dans cette région, il y a eu des changements donc dans les courants, notamment de l'Atlantic Meridional Overturning Circulation et le Gulf Stream, donc notamment dû au changement climatique. Donc ça, c'est dans la publication de Salinger de 2012. Et après, on peut continuer. Alors Galveston, on sait très bien, alors on a 4 mm par an de tendance liée au processus anthropique. On sait très bien, et c'est montré dans la littérature, qu'ici, il y a beaucoup de pompage en fait, d'hydrocarbures, et ça crée un fort signal qu'on arrive assez bien à détecter. Key West, alors Key West, 1 mm par an, sauf que là, contrairement à tout ce qu'on trouve dans la littérature, a priori, le marégraphe est un socle récifal qui ne bouge pas trop. Donc à quoi est dû ce processus? Ça reste à être déterminé. Alors Balboa, même réflexion, on ne voit pas, la méthode ne permet pas de détecter si elle existe la part anthropique. Alors on a continué notre petit cheminement, ici en Europe de l'Ouest. Donc ici, donc on peut commencer donc par la partie nord de la Baltique, où on voit un très fort signal anthropique, enfin anthropique ou qui pourrait être peut-être aussi dû à des phénomènes de subsidence, enfin pas de subsidence, d'érection, de surélévation dans ce coin-là, dû à des processus verticaux du sol. Ici, au centre de la mer Baltique, pareil, on constate que l'on ne détecte pas de signal. Et par contre, ici, donc sur toute la côte qui nous intéresse, on voit qu'il y a un fort signal que l'on arrive à détecter de plus de 70% des tendances observées. Et on a aussi fait l'exercice, bon alors là c'est dans les reconstructions globales du niveau de la mer, donc on a pris 2 reconstructions globales sur le XXe siècle, et on a fait le même exercice, séparer la part anthropique de la part naturelle. Et en fait, il s'avère que ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a plus de 50% de la part de tendance qui est observée, donc plus d'1 millimètre par an, qui pourrait être due à une partie, en partie au signal anthropique. Donc pour conclure sur cette application, donc, on a montré que le processus longue-mémoire, il va impacter l'estimation de la tendance du niveau de la mer. Donc c'est important à prendre en compte quand on fait des estimations. Et deuxièmement, on a montré qu'il y avait plus de 2/3 des longues séries que nous avons testées dans notre étude marégraphique qui présentent des tendances qui ne peuvent pas être expliquées sans l'impact de l'homme. Donc voilà pour la première application. Et je voulais vous montrer rapidement une seconde application dans ce contexte statistique. C'est la comparaison entre des observations et des modèles. Donc, comme nous l'a montré Philippe ce matin, en fait, les modèles, ils ne sont pas encore faits pour être comparés directement aux observations. D'ailleurs, ce n'était pas leur but de départ. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de publications, vous pourrez voir, beaucoup de publications où on utilise des modèles de climat. Donc ici, je vous présente les modèles qu'on a utilisés, c'est ceux du CMIP5, ceux utilisés par l'IPCC-R5, qui les utilisent de manière régionale pour utiliser les projections et puis faire il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment sur ces projections régionales. Donc la question c'est, ok, mais qu'est-ce qu'en termes de niveau de la mer, on peut estimer, obtenir de ces modèles qui, à la base, ne sont pas faits pour ça, même s'ils vont le devenir, et tout le monde est en train de les développer pour qu'ils s'améliorent. 2 minutes. Alors, on a testé 36 modèles, on a sélectionné 23 marégraphiques du jeu que je vous ai montré, les plus longs, les mieux placés. On a enlevé toutes les mers fermées, parce que les modèles ne modélisent pas les mers fermées. Donc il nous en reste 23. Et on a fait la même chose, on a regardé, on a calculé notre coefficient et sur tous les modèles, opposition des marégraphes et sur les marégraphes. Donc je ne vais pas vous résumer ce tableau qui est juste énorme, mais c'était pour vous montrer qu'on a donc les 36 modèles qui sont ici, tous les marégraphes, et l'idée c'était d'avoir par marégraphe une colonne qui serait pleine, ou par modèle une ligne qui serait pleine. Ça aurait voulu dire soit qu'un marégraphe était très bien reproduit par tous les modèles, en termes de coefficient de Hurst, ou soit qu'un modèle était capable de reproduire tous les marégraphes. Alors notre conclusion, c'est que ce n'est pas si évident, et que déjà on a utilisé des modèles qui étaient forcés
et des modèles qui ne l'étaient pas, donc des modèles historiques avec forçage anthropique et sans forçage anthropique. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de différence dans un premier temps entre les modèles. Après que le modèle du NCAR, donc c'est celui qui est présenté en premier, il arrive quand même à reproduire les coefficients de 18 marégraphes sur 23, ce qui est quand même pour nous plutôt un très bon résultat pour ce modèle. Et après, on a des cas assez particuliers, par exemple comme le marégraphe de Balboa, que vous voyez ici. Eh bien, aucun modèle est capable de reproduire ce marégraphe. Alors, soit la mesure marégraphique, elle peut être erronée, soit les modèles, à mon avis, on penche plus pour ça, puisqu'on le sait, en fait, les modèles ne reproduisent pas, notamment ces parties de Shell. Enfin, on sait que le marégraphe de Balboa est dans la partie centrale de l'Amérique, et c'est un endroit qui est très mal résolu par les modèles, puisqu'ils ne sont pas faits pour ça. Et donc, le deuxième résultat, c'est que pour chaque marégraphe, vous avez un trait rouge, c'est le coefficient de Hurst qu'on a estimé. Et la distribution des Hurst, donc c'est un histogramme, de chaque des 36 modèles. Et ce que l'on a constaté finalement, c'est que les modèles, ils surestiment ce coefficient. On peut voir qu'en général, l'histogramme est plus étalé sur la partie droite que sur la partie gauche. Alors c'est vrai surtout dans le nord de l'Atlantique, ici, 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 enfin pas ici. Voilà, vous voyez, ici par exemple, ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que là, c'est pas forcément très parlant. Alors, pour finir, un petit exemple sur New York. Alors, on s'est amusé. Donc, à New York, en fait, on a un collègue, Little et al., en 2015. Ils ont utilisé ces fameux modèles du CMIP5 pour donner une estimation de l'élévation du niveau de la mer d'ici 2090 à New York City. Donc, il a fourni, alors c'est l'hypothèse pessimiste, donc il a fourni 56 cm d'ici 2090. Donc moi, j'ai repris la statistique de Lennart et Boone que je vous ai présentée précédemment, et j'ai déterminé la part anthropique et la part naturelle de ces 56 cm. Alors si on se trouve dans le cas observé, c'est-à-dire qu'on a un coefficient de Hurst de 0,7, on va avoir une part naturelle d'à peu près 16 cm, une part anthropique de 40 cm. Si on se place dans le cas des modèles qui surestiment notre coefficient à New York City, donc on est à plus de 0,9, on va avoir une part naturelle d'à peu près 29 cm, et une part anthropique de 27 cm. Ce qui veut dire que si on se positionne ici, entre 16 et 29 cm, dans le cas 1, on va dire l'origine naturelle est peu probable. Je vous rappelle qu'on fait des statistiques. Et dans le cas 2, on va dire l'origine naturelle ne peut être exclue. Donc en fait, ce qui est très important, c'est que si on estime mal cette variabilité naturelle dans les modèles, le risque, c'est de surestimer cette variabilité naturelle et qu'elle masque en fait une partie de la variation anthropique. Donc voilà, c'était vraiment l'élément que je voulais vous montrer dans tout ce cadre statistique un peu complexe. Donc l'idée à retenir, donc là c'est vraiment je finis, l'idée à retenir, c'est juste que je vous encourage vivement à aller potasser peut-être un petit peu de plus près ces techniques, parce qu'elles ont je pense qu'il y a un vrai intérêt au niveau des incertitudes, puisque tout le monde parle des incertitudes pour améliorer les incertitudes, et puis surtout pour les modèles de climat, tous les gens qui font les modélisateurs et les climatologues, je les encourage vraiment à utiliser cette métrique, ce qui est finalement pas si compliqué, pour apporter une plus-value et une validation à leur modèle. Voilà, je vous remercie.